faire une analyse esthétique de James Bond peut paraître un peu compliqué. Okay. I can't believe my heart is beating so fast. This is just like, okay. La raison est qu'en comparaison à d'autres œuvres, qu'elles soient littéraires, musicales ou même des œuvres cinématographiques, la quantité d'œuvres James Bond est colossale. 14 livres de Ian Fleming, 25 films en tout, 6 acteurs pour incarner le James Bond. Ok, donc on va seulement restreindre au film de Daniel Craig, le James Bond le plus récent. Ce n'est pas un choix au hasard de les prendre à part, car d'un point de vue de l'amour, ce James Bond est réellement différent des autres. C'est pourquoi notre analyse portera sur le personnage de James Bond, le 007, et de son rapport à l'amour. Notre point de vue se basera sur la dialectique suivante. L'amour est omniprésent, l'amour est inexistant. L'on pourrait dire avec une certaine lecture, un certain angle, qui se trouve d'ailleurs être l'angle par défaut, l'angle droit qui structure la pensée primaire lorsque l'on pense le James Bond, que celui-ci est un Don Juan. L'objectif sera, si ce n'est de contredire ce point de vue plus qu'admissible, de tenter au moins de le contredire. Dire que James Bond est un Don Juan, quoi de plus simple ? Pour contredire, il faut des raisons, il faut des points d'accroche qui justement contredisent. La contradiction se trouvera dans la différence entre James Bond et Don Juan. On entend par Don Juan un être séducteur, majoritairement masculin. Le contraire serait la femme fatale, bien que ce point de vue reste discutable. Aux conquêtes multiples, conquêtes nécessaires mais jamais suffisantes. Nous pourrions même dire qu'il ne vit que pour cela, pour prendre les cœurs et les disposer dans une vitrine. Car ces cœurs conquis ne sont que trop vieux pour Don Juan, il lui en faut d'autres, il lui en faut plus. Dire que Don Juan ne juge que par la quantité est un affront, n'est qu'une lecture simpliste. Don Juan, dans sa conquête infinie de l'érotisme, aborde qualité que nul autre ne peut aborder. Quoi de mieux pour découvrir la différence que de conquérir les multiples mondes de la passion ? Cependant, Don Juan découvre certes les qualités et les modélisations de la passion sous toutes leurs coutures, mais il y a des choses qu'il ne peut découvrir, des choses que la passion érotique n'enseigne pas. Ces choses sont l'engagement et la fidélité. Ce ne sont pas que ces qualités lui sont étrangères, c'est plutôt que Don Juan est étranger à ces qualités. Elles ne veulent pas lui donner cette grâce. Dites à la fidélité, accepteriez-vous d'accompagner Don Juan, ne serait-ce qu'un petit temps ? La fidélité répondra toujours qu'elle n'accompagne que l'être un tant soit peu raisonnable, qu'elle accompagne le vieil empereur revenu du front et de la bataille de Trô, regardant tout ce qu'il a conquis et qui devrait dire « Prenons maintenant soin de tout cela ». La fidélité refuse de se donner à Don Juan, de lui donner ce mérite. Que dira-t-on si elle le fait ? Si elle peut le prendre comme nom ? Le fidèle Don Juan. Ces mots ne peuvent que se battre et se taillader à mort, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Mais que reste-t-il ? La réponse se trouve dans le James Bond, et non dans le Don Juan. Nous pourrions qualifier le James Bond de diverses manières. Nous pourrions parler seulement de James Bond ou seulement du 007, ou bien considérer les deux en même temps. Le code, le 007, semble beaucoup plus simple à traiter, mais celui-ci propose une lecture bien plus profonde, qui peut même s'avérer être une lecture commune, et non une surinterprétation. Avant d'aborder soit le James Bond, soit le 007, soit les deux, nous devons préciser une sorte d'ambiguïté qui apparaît lorsque le James Bond se présente et se nomme. Lorsque James Bond se présente, sous couverture, il se présente sous son véritable nom, sans user d'autres identités artificielles destinées à se masquer un peu plus. L'usage de James Bond est un double jeu. Bond se présente sous sa véritable identité, ou bien parce qu'il n'a rien à perdre, ou bien car il n'a pas de réelle identité. Quel intérêt aurait-il à mentir ? Sa véritable identité, tant qu'elle n'est justement pas liée au 007, ne lui fait prendre aucun risque, car elle ne se donne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un idéal de séducteur, de charisme et d'aisance dans le calcul, dans l'apparence de spontanéité. La dimension du calcul est importante, car elle permet de faire passer James Bond pour un être spontané, tout en ayant plusieurs coups d'avance. Cette dimension sera également importante du point de vue de l'amour, car elle mettra en évidence le secret, l'arrière-pensée et l'implicite. Cette ambiguïté dans le James Bond rend donc l'analyse réellement compliquée, d'où la contradiction apparente, car il existe deux James Bond et un 007, les trois dans un seul homme. Le rôle du code est de prime abord contradictoire, car il sert à protéger l'identité réelle du James Bond, mais le démasque dans son rôle d'agent secret. Ce code cache donc l'identité tout en la dévoilant. Lorsque celle-ci se dévoile,
Le mouvement et l'action commencent. Les motivations du 007 sont souvent beaucoup plus grandes que celles des deux James Bond, car ce n'est plus l'homme qui parle, c'est la patrie. Du point de vue de l'amour, le 007 semble être absent, tout en proposant une des plus nobles formes d'amour, à savoir l'amour du devoir, l'amour du courage et de l'héroïsme désintéressé. 007 sauve, car il doit sauver, car c'est son rôle, et son individu s'éclipse et est missionné même dans la mort. On pourrait dire que d'un point de vue dialectique, le 007 remplit parfaitement celle de l'amour, puisque tout en ne posant pas l'amour, en laissant les états d'âme individuels de côté, le 007 est rempli d'un amour noble. L'on pourrait dire, pour préciser, que cet amour est différent de l'éros de James Bond, que la séduction et le calcul ne rentrent pas en compte, que le 007 le fait par dépit, sans sa volonté propre. Cette analyse fonctionnerait, mais le 007 le fait sous une volonté beaucoup plus grande et viscérale que la sienne. Certes, celui-ci n'a pas le choix de le faire, mais il a le choix de s'arrêter. Lorsque le 007 décide de s'arrêter, les James Bond prennent le relais, mais ceci est une décision de 007, décision qui est dans tous les cas temporaire, car l'appel du devoir prend toujours 007 par les sentiments. Ces sentiments sont donc plus que des sentiments de noblesse ou un amour du devoir et de la patrie, car ce qui fait réellement vivre le 007, c'est la passion profonde envers l'action. Cette passion ne se situe pas nécessairement dans l'acte héroïque, mais bien dans l'acte lui-même. 007 préfère les remords au regret. Il préfère faire que ne pas faire. Là encore, il est complexe d'identifier la véritable identité et le véritable caractère du personnage. Le 007 est partagé entre le devoir qu'implique sa mission, n'étant qu'une volonté du supérieur, une volonté impersonnelle et une volonté profonde d'accomplir l'acte noble, qui elle est une volonté individuelle d'un bien plus absolu. Le 007 possède donc, à lui seul, une dialectique de volonté, car considérés à part, les James Bond se trouvent toujours contrôlés par la volonté du 007, volonté du collectif, mais également volonté du caractère véritable. Le 007 tire donc les ficelles et est le véritable marionnettiste. Il est celui qui contrôle les James Bond, tout en étant la plus grande forme de liberté du personnage, accomplissant son essence. La hiérarchisation est donc évidente, notamment d'un point de vue de l'amour. Les points de vue de l'éros et du romantisme sont dépassés par un amour d'accomplissement. Ce point de vue casse dès à présent le préjugé que la synthèse de 007 et des James Bond ne peut éprouver qu'un amour charnel. Par rapport au Don Juan, le 007 est celui qui peut éprouver la fidélité. Celle-ci se conjugue, comme nous l'avons dit précédemment, envers le devoir et envers la patrie. 007 est fidèle à son rôle, et la mort pourrait le rendre infidèle, mais il ne serait alors plus le 007, il serait un James Bond. Non, bien entendu. Mais je peux imaginer sans peine que les femmes représentent plus pour vous des plaisirs à la chaîne que des objets de conquête. Le James Bond séducteur est celui de la couverture. C'est celui qui apparaît à tous, celui qui se présente ainsi, notamment avec la célèbre phrase « Je m'appelle Bond. James Bond. » C'est le James Bond qui apparaît face à ses ennemis, mais également face à ses conquêtes féminines. Le second James Bond n'apparaissant que lors de bribes ou d'instants que chacun saisit à la volée. Le James Bond sous couverture est le séducteur. C'est l'attracteur, celui qui attire l'œil et l'attention. Nous pourrions dire que la séduction n'est là que pour le féminin, mais cette lecture est bien trop excluante car en vérité, James Bond séduit autant la femme que l'homme. L'ennemi le hait, l'homme le jalouse et la femme instaure le jeu. L'histoire fait que le jeu ne dure pas et que la conquête semble rapide, sans échec possible, mais en réalité, il n'y a presque pas de jeu. Les roses possèdent cette force de mouvement, faisant que le jeu ne dure qu'une nuit, comme si les cartes du roi et de la reine étaient équivalentes pour un tour au poker. Pour combler cette image, nous pourrions même dire que le premier James Bond feint le roi de cœur tout en étant le roi de pique. Le roi de cœur sera véritablement réservé au second James Bond. Le 007 serait, quant à lui, à un niveau supérieur, celui de l'as de carreau, celui de la mesure et du devoir. Pour revenir au jeu, l'équivalence entre James Bond et sa conquête féminine se situe dans la discussion. Les deux se jaugent, font planer l'implicite et effritent l'ego de l'autre. Cette discussion, bien qu'anodine d'un point de vue du séducteur, et étant spontanée en apparence, fait entrer une dimension de calcul. James Bond joue en connaissant les règles. Il semble si bien les connaître que ses coups ne semblent pas préparés et spontanés, mais il n'en est rien. Le premier James Bond est un calculateur, c'est l'analyste. Il dissèque mots et paroles afin de mieux structurer les prochains coups. L'ego de James Bond serait de trop vouloir jouer, au point de ne plus pouvoir calculer. Then we were fools for trying. I wanted to.
La dernière variable, celle qui se cache et qui étouffe parmi deux identités qui se confondent et qui peuvent véritablement s'affirmer. Cette dernière variable est le James Bond, non celui de la couverture et de la séduction, mais le véritable James Bond. L'orphelin meurtri, le mélancolique empoisonné par la piqûre de l'alcool et les toxines des actes. Discuter de ce James Bond n'est pas un parti pris, ce n'est certes pas commun, sauf que la langueur de James Bond de Daniel Craig crève l'écran. Non que la langueur soit seulement émise par lui, mais également dans la relation entre notre œil et lui. Notre regard habitué au reflux tranquille des vagues de l'habitude, aux romances peu encombrantes, peu calculées et souvent peu coûteuses, transpose son idéal commun sur celui de James Bond. Et nous nous disons, combien ce beau James Bond souhaiterait avoir une vie réglée, une relation où seule la mort pourrait s'interposer et peut-être même avoir une descendance. Combien paierait-il pour cela ? Ceci n'est pas évident. Ce qu'il est, en revanche, c'est la coquille vide que chacun perçoit et interprète. Pour exemplifier ce manque de dévoilement, rien de mieux que de décrire les amours les plus importants du James Bond de Craig. Vesper Lynd dans Casino Royale et Madeleine Swann dans Spectre et Mourir peut attendre. Vesper parvient à retirer par bribes l'armure et la carapace pour accéder au second James Bond. You're not going to let me in there, are you? You've got your armor back on. Ceci avant de le trahir et de le meurtrir. Madeleine parvient également à retirer l'armure avant d'également le trahir et de presque perdre à tout jamais le James Bond. Elle ne le retrouve que grâce à la naissance de leur enfant. Le second James Bond s'accomplit finalement, mais meurt à cause du 007, sous le poids du devoir. Rien ne sera autant un reflet du monde que le second James Bond. Ce reflet est celui d'un être brûlé par les actes, qui a rompu avec les sentiments, ou plutôt dont les sentiments ont rompu avec lui, celui-ci ne donnant que des miettes et n'étant qu'un coup de vent. Ce reflet est celui d'un être assailli par la mort et par ses disciples, croyant que l'amour en fait inlassablement partie. Enfin, ce reflet est celui d'un être désabusé, ne comprenant pas le monde dans lequel il est, et doutant même de son amour envers celui-ci. Le 007 ne doute pas de son amour envers le monde, car ses actes en sont assurément une preuve, et le premier James Bond vit de passion passagère. Seul le second James Bond est réellement empoisonné par le temps. Nous avons vu 3 identités en une, 3 amours et 3 visions différentes. Seulement, les James Bond et 007 sont incomplets. Nous pourrions même dire qu'un monde les sépare de l'amour. Nous pouvons avancer en premier lieu le manque d'amour platonique dans l'entièreté du personnage, celui-ci n'étant pas dans l'état mais dans l'action. L'amour platonique ne peut prendre lieu, à la rigueur, qu'avec une part du 007 et avec M. Cet amour platonique n'est que très faible pour la raison que James Bond n'est pas homme d'esprit. Il représente communément un idéal de matérialisme et de courage sans toutefois exprimer des convictions réellement profondes. La seule profondeur acquise se situe dans le rapport au bien. Seulement James Bond ne fait pas le bien, il combat le mal. La nuance est d'autant plus perceptible lorsque l'on sait combien de litres de sang ont coulé pour atteindre des objectifs plus que discutables. L'objectif explicite de James Bond dans l'œil du spectateur lambda est de montrer l'archétype du sauveur, de la réussite dans l'action et dans le matériel, via les montres Omega, les Aston Martin et les conquêtes. Ces paramètres mis de côté, il ne reste qu'un masque vide, une armure qui ne s'ouvre que par bribes, et lorsque celle-ci s'ouvre enfin, James Bond meurt. Bon, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout, ça aide vraiment au développement de la chaîne. Tu peux me suivre sur les autres réseaux, TikTok et Instagram, où je poste régulièrement. T'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir.